Bonjour à tous, ici Mister Strange. D'abord, joyeux Noël pour ceux qui nous regardent ce soir ou demain. Donc voici votre petit cadeau de Noël, si je puis dire. Une solution au problème que je vous avais posé. Donc ici, trouver une méthode qui permet d'avoir en même temps le minimum et le maximum de lettres. Et deuxièmement, nous allons améliorer la méthode find. Nous allons améliorer la méthode find qui est ici. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est créer déjà une méthode private. Ici, on crée notre méthode qu'on va appeler, on a dit tout à l'heure, between. On l'a dit, between dans la dernière vidéo, il me semble. Between qui prend, comme tout le reste, toujours en premier paramètre, le nom du champ. Et en deuxième paramètre, les paramètres liés au champ. On va faire tout de suite un petit var dump de field et de paramètres. Alors ce qu'il ne faut surtout pas oublier pour que ça fonctionne, c'est rajouter between la liste des règles ainsi que message associé. Alors vous allez voir que ici on n'a pas besoin de le rajouter dans les messages associés. Alors pour l'instant on va le faire, mais vous allez voir par la suite que ça ne sert absolument à rien. Donc on va mettre le champ on doit avoir hop, pourcentage T, on va le faire. Et ici pourcentage S pour remplacer le nom du champ. Alors pour l'instant on laisse ça comme ça. Donc maintenant qu'on a rajouté nos deux règles, nous allons donc, pour ce faire, on va mettre ça en commentaire parce que nous n'en avons pas besoin. Là on va mettre between, et là du coup il va falloir trouver un moyen pour lui donner les paramètres, le minimum et le maximum. Alors une première façon de faire, ce serait de créer un tableau. Ce serait de lui donner dans un tableau. Mettant en premier lieu le minimum, par exemple 5, et le maximum en deuxième lieu. Alors nous aurons cette façon là de faire. Ou sinon, on peut faire plus simple encore. Donc donner un tableau. Parce que ça signifie que ici, donc ça signifie que param, c'est le deuxième paramètre que je lui donne. Donc, et le deuxième param qui est un tableau qu'on voit donc, ici, qui a au premier index 5, à l'index 0,5 et à l'index 1 10, donc qui est le maximum de caractères autorisés. Alors une deuxième façon de faire, plutôt que de faire ça, c'est de donner une chaîne de caractères. Donc en mettant 5 et 10. Et pour séparer, on va mettre par exemple ici 2 points. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors pour ma part, je vais choisir cette méthode là. Vous voyez qu'elle n'aura pas beaucoup de différence avec celui des tableaux. La seule petite différence est visuelle en fait. Là. Parce que autrement on risque d'avoir des tableaux de tableaux et c'est pas forcément une bonne pratique. Donc ici on met tout simplement une chaîne de caractères. Donc en faisant ça, du coup nous avons une chaîne de caractères contenant le minimum et le maximum. Et pour ce faire, ce qu'il va falloir faire, c'est séparer les 5 et les 10. Donc ici dans mon validateur, je vais appeler ça NBRs. Et pour les séparer, il faut faire explode. Explode permet de séparer une chaîne de caractères avec qui possède un caractère spécifique. Donc là, c'est le caractère par lequel on va devoir séparer notre chaîne. Il prend deuxième lieu le paramètre. Les paramètres. Alors on va mettre paramètres sans S, puis
En fait, il n'y a qu'un seul paramètre. Et là, on va faire un var dump de NBRs. Donc là, vous voyez qu'on a un tableau qui contient toujours, donc, on a notre tableau qu'on retrouve comme tout à l'heure. On tient le premier paramètre, minimum et le maximum. Donc là, on ne va pas réinventer ce qui existe déjà, puisque le maximum et le minimum, on l'a déjà ici. Donc ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est faire une condition. List minef, donc qui est une méthode qui prend en premier lieu le nom du champ, et en deuxième lieu, il prend le minimum requis, donc qui est par défaut 5. Donc moi, je lui passe dans mon tableau NBR, je lui passe l'index 0, puisque l'index 0, comme vous pouvez le voir, il contient le chiffre 5. Alors ici, c'est une chaîne de caractères, donc ce qu'il va falloir faire, c'est le transformer en chiffre. Autrement, ça risque de ne pas très bien fonctionner. Pour le transformer en chiffre, ce qu'il faut faire, c'est comme ça. En mettant ça là, qu'on appelle le tag, le type, le script ou quelque chose du genre. En fait, on oblige ce nombre-là, cette chaîne de caractères à devenir un nombre. Donc là, on lui dit et également 10 maxinf, qui prend toujours également la méthode en paramètre et NBR de l'index 1 qui contient du coup le maximum. Donc ici, qu'on va également obliger à être un chiffre. Alors, j'ai oublié une parenthèse. Ah, la parenthèse c'est ici et non pas là. Donc ici, c'est la première parenthèse, ok. Là, c'est celui-ci. Ça, c'est la deuxième parenthèse. Et cette parenthèse-là, en fait, elle est bon sang. Là, cette parenthèse, voilà, il faut la mettre ici. Alors ici, on va mettre un petit message. On va mettre juste un petit 8. Donc là, maintenant, si on fait ça, il dit le champ prenant requis minimum 5 caractères. Alors là, on peut dire, il doit sûrement utiliser le truc par défaut. Donc il doit sûrement utiliser le minef ici, là, par défaut. Du coup, pour vérifier que ce n'est pas celui par défaut qu'on utilise, ici, on va mettre 6. Ici, on va mettre 15. Ici, on va mettre 15. Donc là, on renvoie. Et là, il nous dit bien 6 caractères. Donc, c'est bien notre méthode between qui est utilisée. Donc, si je mets moins de 6 caractères, j'ai toujours le message. Si par contre je mets plus de 11 caractères ou 15 caractères, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit non. Alors tout simplement parce que ici on fait une erreur assez de logique. Donc, ici dans la méthode between, ici là, alors, la liste des règles, je préfère les regrouper en mettant ici. Donc évidemment, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc ça, c'est une des deux fonctions qui me servent réellement. Et ça, l'ensemble des règles au-dessus. Ici, il ne faut pas mettre un et, puisque de manière logique, un champ ne peut pas avoir en même temps un certain nombre de caractères minimum et un certain nombre de caractères maximum. Donc ici, il faut mettre un ou. Donc c'est soit il possède un certain nombre de... C'est soit il ne respecte pas ça, soit il ne respecte pas l'autre. Ici, du coup, on va pouvoir modifier. Et là, vous voyez qu'il me dit minimum 5 caractères. Pourquoi? Et là, il est écrit, il me donne minimum 5 caractères. Est-ce que je l'ai modifié ici? Non. Ah, si. J'ai dû faire un CTRL Z
Du coup, on va remettre ici 6. Ici 15. Du coup, si on renvoie, j'ai bien minimum 6 caractères. Et là, si je mets plus de 15, il me dit le champ prenant requis maximum 15 caractères. Donc ça fonctionne. Du coup, ça fonctionne, mais parce que en fait, lorsqu'il ne respecte pas cette condition-là, ce qu'il fait, c'est qu'il ne rentre pas dans le if là. Ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il ajoute l'erreur dans ici là, au niveau de la règle. C'est qu'il applique, c'est qu'il rentre dans cette condition d'erreur. Et lorsque c'est le maximum qui n'est pas respecté, il rentre également dans la condition, ici il ajoute l'erreur. Du coup, ce écho oui là, à aucun moment on a de oui, donc c'est-à-dire que jamais il rentre dans cette condition. Donc ça ne sert, elle ne sert pas à réellement grand chose, si ce n'est que pour faire le or. Donc ici ce qu'on peut faire tout simplement, on peut juste faire un retourne true, ce qui ne changera absolument rien. Là il me redit 6, et là hop, 15. Par contre si je rentre quelque chose entre 6 et 15, je n'ai plus de message d'erreur. Donc cette méthode là nous permet de remplacer ces deux autres ici. Donc ça peut être très pratique hein, évidemment, puisque assez souvent on viendra utiliser cette méthode. Alors deuxièmement, nous allons améliorer la méthode find comme nous l'avons dit. Donc au niveau validateur c'est bon. Donc du coup au niveau message là, comme je vous l'ai dit, ça ne sert absolument à rien, puisqu'il va prendre le message de max9 et min9. Donc on peut l'enlever parce que ici on ne vérifie que dans le tableau des règles. Si ça existe, on ne vérifie pas si dans le tableau message, j'ai un message qui correspond à la règle. Donc c'est ici. Voilà, je vérifie si la règle correspond, s'il y a bien une occurrence de la règle dans mon tableau, mais pas s'il y a une occurrence de la règle dans le tableau des messages. Donc ça on peut fermer ça. Maintenant la database. Alors ici vous voyez que je fais une méthode find. Alors ce qu'on va faire déjà c'est mettre ça en commentaire. Voilà. Alors validateur on en a plus besoin. Donc on peut le mettre en commentaire. Et ici, get errors également. Voilà, je l'efface carrément. Pour avoir quelque chose de assez propre. Enfin, assez propre. Donc là ce qu'on va faire tout simplement, c'est un petit var dump de db de la méthode find. Donc, qui prenait, on avait dit en paramètre NID. Alors là, ce qu'on va faire, c'est afficher la base de données. Donc là, par défaut, donc là on disait, on avait dit, voilà, tu fais un query from la table user où l'identifiant est égal à 1. On va attendre un petit peu que ça s'ouvre. C'est un petit peu lent, je sais pas pourquoi. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Alors, bon, le temps. Non, c'est bon. Bon, alors, le temps qui s'ouvre. Alors, pourquoi améliorer la méthode find? Cette requête-là, elle est très bien. Pourquoi pas? Mais sur mon site, il y a parfois à des moments, je vais vouloir utiliser des requêtes un peu différentes de celle-ci. Par exemple, j'ai ici un petit bug, voilà. Par exemple, je vais vouloir créer une méthode. Une méthode qui va s'appeler par exemple find find name et qui va prendre un username ici. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même requête
Mais plutôt que de mettre ID ici, je vais mettre le username. Donc si je mets, donc je crée cette requête là parce que je ne veux pas trouver par rapport à l'identifiant, mais par rapport au username dans ma table. Donc c'est la table premier, il me semble. Voilà, premier. Donc, la base de données premier et la table users. Donc users qui possède 3 champs, me semble-t-il. Un ID, un username ainsi qu'un password. Donc on peut le revoir. Voilà. Donc qui possède 3 champs. Et je pourrais également créer une requête qui permet de trouver par rapport au mot de passe, par rapport à un email, etc. etc. Là, vous vous rendez bien vite compte qu'on se répète. Alors que finalement, on a quoi? La même racine. Je pourrais par ailleurs me dire, je pourrais également avoir besoin d'une autre requête, mais qui elle va faire la limite. Donc je vais faire ici limite, donc qui va être à peu près la même chose, donc ici. Mais plutôt que d'avoir le where ici, je vais mettre une limite. Donc cette requête là me permet de sélectionner un certain nombre d'enregistrements. Par exemple, si je vous dis je veux les enregistrements qui vont du 3e au 4e, ou encore ou autre chose. Donc là, je me dis, bon, je pourrais avoir besoin d'une autre requête encore, qui lui va me permettre de faire une jointure. Allez, je veux plusieurs résultats venant de plusieurs tables différentes. John, et là, ça prendrait pas trop mal de paramètres. Donc ici, ça prendrait par exemple un left join. Un left join les tables numéro 2, donc il faudra que je lui passe. On, par exemple, users, ou par exemple l'ID est égal à ID de la deuxième table. Et je pourrais avoir besoin encore d'une autre requête qui me permet de regrouper ou de ordonner par. Et là, vous vous rendez bien vite compte qu'on se répète. Et c'est une très mauvaise chose. Du coup, on va avoir plein de lignes qui se ressemblent. Et c'est anti-programmation orientée objet. Donc plutôt que d'avoir toutes ces requêtes là qui finalement vont être pratiquement les mêmes, je vais essayer de concaténer tout ça avec une seule fonction. Alors vous êtes en train de vous dire, oula, dans quoi je m'en vais. Alors, lorsque vous voulez faire des requêtes, donc si on va sur ce site là, donc je suis allé sur le select. Donc là on peut faire des requêtes assez simplistes, un champ non datable, donc comme celui-là. Ou encore on peut devoir faire des requêtes assez compliquées, donc assez compliquées et complets surtout, en fournissant plusieurs commandes. Par exemple la condition ici, group by qui permet de regrouper par, having qui permet d'utiliser une expression ici, ces paramètres là qui permettent de faire une jointure, order by qui permet de regrouper, limite donc qui permet de limiter un nombre d'enregistrements, et offset, lui je sais pas vraiment à quoi il sert. Là vous voyez, comme vous pouvez le lire ici, alors je sais pas si c'est ici qu'on peut le lire, les commandes ont un certain ordre. Par exemple, je ne peux pas utiliser les group by avant le where. Et je ne peux pas utiliser un limite avant un group by ou avant un where, par exemple. Donc ça c'est très important. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est créer ce type de requête là. Donc, pour ce faire, plutôt que de donner quelque chose
enfin, qu'une seule valeur ici, on va en donner deux. Enfin, on va donner un tableau. Donc on va adopter à peu près le même principe que celui-ci. Pour que ce soit un peu plus propre, je vais mettre ça dans une variable que je vais var_dumper. Donc ici, alors, accepter, alors bits, je réinstalle la nouvelle version. Donc ici, je vais mettre le rec, question de voir le retour du résultat. Et là, si on fait ça, alors le truc il a dû s'arrêter parce que j'ai dû faire une pause pour aller manger. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va juste faire un retourne de ID. Donc question de surveiller que ça fonctionne. Alors là, j'ai un petit souci. Alors, je vais mettre sur pause le temps que je règle. Donc voilà, petit problème réglé, il avait changé de port, je sais pas pourquoi. Voilà, donc il nous affiche 1. Donc ce qu'on a affiché tout bonnement, ce qu'on lui a envoyé tout bonnement ici. Alors plutôt que de lui envoyer un ID ici, ce qu'on va plutôt faire, on va emprunter un peu la méthode comme un peu la méthode du validateur. On va lui donner un tableau comme paramètre. Dans ce tableau là, il y aura également des index. Par exemple, il y aura l'index field pour les champs. Et il prendra comme valeur les noms de champs que je vais afficher. Par exemple, username et le password. Il pourra continuer un deuxième index qui serait condition, qui serait les conditions, sous quelles conditions je veux les valeurs. Donc ce sera un where qui prendra également un tableau, et ce tableau contiendra en index les valeurs. Par exemple, je veux que username soit égal à démo, par exemple, et je veux que également ID soit égal à 1. Et j'aimerais également faire une jointure de table. Par exemple, en mettant la clé join, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, je veux garder ces deux-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est construire la requête à partir des informations que je veux lui fournir. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ID. Donc, si je fais ça, j'ai tout simplement le tableau, les fields ici, et les conditions. Ici, on va appeler ça SQL, puisque ce sera la requête. Et là, une requête commence toujours donc par un select. Donc on va créer une variable où on va mettre select, parce que c'est le premier mot. Select. Notre select, il prend quoi? Il prend soit les noms des champs, donc soit username et password, soit une étoile. Donc on va faire une condition ici. On va dire if i7, donc s'il existe l'index fields, alors ici on va créer également une variable qui seront le champ.
Donc on va mettre pour l'instant à nul. Alors on pourrait tout simplement faire comme ça c'est plus ou moins équivalent. Mais le fait de mettre ça, je comprends directement que ici c'est mieux. Mais après il n'y a strictement aucune différence. Donc s'il existe ceci, sinon fields sera égal à tout. Donc si l'index field n'existe pas, par défaut il prendra toutes les informations. Donc si ça existe, moi je veux les valeurs de mon tableau ici. Donc pour ce faire, je vais faire ici, je vais dire fields c'est égal à implode. Implode, je vais exploser par une virgule le tableau SQL fields. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors je vais vérifier que je n'ai pas de valeur, que je n'ai pas d'erreur. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, ce que je fais c'est que au rec, je vais lui ajouter la valeur de fields. Donc je dis rec. Pour concaténer une chaîne avant, je mets un point. On va dire tu l'ajoutes à la chaîne et égal à fields. Et là je retourne toujours rec. Donc vous voyez ici je select, il vient la même password. Donc du coup si j'enlève ça, par défaut, on l'a dit, tu prends tout. Après, comme vous pouvez le voir, j'ai un from plus le nom de ma table. Alors, pour ce qui est du nom de la table, alors on verra une technique après. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt ici à la suite, on va l'ajouter. On va ajouter la table. Alors par défaut, on va mettre users. Vous voyez on le changera après ça. Donc si je mets ça, par défaut, ça devrait fonctionner. Du coup, j'aimerais inclure également les conditions. Ici, donc je vais faire une autre condition. Je vais dire, s'il existe SQL condition alors ici pour que ce soit plus clair on va mettre des commentaires, donc les champs les conditions, donc c'est avec le where. Et je vous conseille également de mettre des commentaires pour que ce soit beaucoup plus clair à lire après. Donc pour mes conditions, moi j'aimerais séparer. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai les noms des champs, donc username, et en valeur, j'ai ce que doit valoir le username. Donc il doit valoir des mots. Donc pour ce faire, je vais parcourir ma boucle. Je vais parcourir SQL conditions. Et dans ma condition, j'ai les ID, donc les identifiants, ici les clés, et les valeurs.
Alors, juste en haut, on va créer également deux variables qui sera res key, qui sera les résultats des clés, qui sera un tableau nul, un tableau vide. Et j'aurai également res value qui sera le tableau des valeurs. Donc un tableau vide par défaut. Donc les clés, je vais les concaténer à ma variable resK. Et je lui ajoute les clés. Et à mon tableau resValue, je vais lui rajouter des valeurs. Alors, lorsque je fais une condition, donc j'ai en premier lieu, alors si je voulais faire une requête préparée, là on fait une requête en query. Alors si je voulais faire une requête préparée, ici je mettrai id est égal à point d'interrogation, et en deuxième paramètre, je lui donnerai le tableau qui contient les valeurs des identifiants. Donc, ici là, donc, avec la requête préparée, en premier lieu j'ai la requête avec les paramètres. Donc ici on a un tableau des clés. On va dire la clé, on lui met, alors je sais plus ce que j'avais fait. Je vais faire un bar dump pour voir mieux. resK, j'ai la username et id, donc je dois rajouter un point d'interrogation ici après le id, après chaque clé. Je ne vais pas vous apprendre à faire des requêtes préparées. Normalement, vous savez les faire. Et donc là, maintenant que j'ai mon tableau, je vais devoir concaténer username, parce que moi je veux que le nom d'utilisateur soit égal à démo et que l'identifiant soit égal à 1. Donc là, j'ai un tableau. Pour que ça ne soit plus un tableau, je dois faire un explode. Explode. Alors c'est un implode et non pas un explode. Une fois sur deux, je me trompe. À implode, je vais imploser par. Pour l'instant, on va mettre une virgule. Et on met nos clés. Donc là, alors là, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on va pouvoir bien mettre ici. Alors normalement, comme vous le savez, donc si je vais dans conditions, where, ma connexion est un petit peu lente. Si je vais dans conditions, donc si je descends un peu, normalement je devrais avoir un exemple. Voilà. J'ai les and et le or. Alors je devrais peut-être cliquer dessus parce qu'ici je ne l'ai pas. Ici je ne l'ai pas. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, je vais avoir ici deux conditions moi. Voilà. Que je veux que le username soit égal à un tel et que l'ID soit égal à un tel. Donc on peut se dire, bon, logiquement ce qu'on va mettre c'est un end. Donc on va mettre
condition 1 et condition 2. Mais parfois, dans certaines requêtes, moi j'aimerais que ce soit soit la première condition qui soit vraie, qui soit vérifiée, soit la deuxième condition qui soit vérifiée. Et dans ce cas-ci, bah, ce serait un OR, comme il est dit ici. Donc là, c'est un petit peu compliqué, puisque là, je vais me dire, bon, alors, à quel moment je vais devoir mettre un AND ou un OR. Parce que là, par défaut, ce que je vais devoir rajouter, par quoi je vais devoir l'exploser. Bon, alors ce que je pourrais faire, c'est créer une condition qui vérifie, par exemple, que dans mon tableau condition, il y a un sous-tableau qui s'appelle opérateur. Alors, ça peut être pratique dans le cas où je vais avoir deux conditions. Par contre, dans le cas où je vais en avoir trois, ça va être compliqué de lui faire un sous-tableau de sous-tableau pour lui dire entre la première condition et la deuxième, je veux un et, entre la deuxième et la troisième, je veux un or, entre la troisième et la quatrième, je veux un and. Là, vous comprenez que c'est compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, nous, de manière logique, c'est qu'on va mettre un et. Donc, on va mettre un et. Du coup, si on met un et, c'est la valeur qui reste du coup par défaut. Voilà, donc j'aurai un et. D'où l'importance de comprendre pourquoi on met les égales ici. Donc, pourquoi on met les égales ici à ce niveau-là, plutôt qu'au niveau des clés. Qu'on pourrait se dire, non, les égales, de côté de mettre ici, je ne veux pas m'embêter à mettre à chaque fois un égal, je vais le mettre ici. Du coup, si je fais ça, je vais devoir effacer les égales qui sont là. Et là, du coup, ça devrait être bon. Mais le souci, c'est que il y a des fois, j'aimerais vérifier que soit le username soit égal à un tel et que l'ID soit égal à un tel, ou que le username ne soit pas égal à un tel et l'ID ne soit pas égal à un tel. Mais ce que je pourrais très bien faire là, ici à la place du égal, c'est mettre une différence en disant si je veux que username ne soit pas égal à demo et que ID ne soit pas égal à 1. Ce qui reviendrait à la même chose que de dire je veux que username soit égal à demo et ou que ID soit égal à 1. Donc ces conditions sont strictement équivalentes. Donc ici, de manière plus naturelle, ce sera plus naturel de lire ici de lier avec un et plutôt qu'avec un ou. Parce que le plus souvent, on va quand même utiliser des doubles conditions en vérifiant par exemple que le username et le password soient égal à ce qui est rentré dans les champs pour valider quelqu'un. Donc on va laisser le n par défaut. Et le égal ici, du coup, on va l'enlever pour laisser tout simplement le point d'interrogation. Et ici, je vais remettre ce que j'avais mis. Mais là, j'avais dit, j'aimerais que le username soit différent de démo. Donc pour faire la différence, je mets tout simplement un point d'exclamation. Et là, je lui dis, je veux que username soit égal à démo et que ID soit égal à démo, ce qui est équivalent à username égal à démo ou ID égal à démo. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. C'était pas forcément très clair, mais c'était important que vous compreniez ça. Pour comprendre pourquoi on mettait ici les opérateurs et pourquoi ici on mettait le AND par défaut. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à compléter notre requête en mettant du coup, on va mettre directement ça. Voilà, on aurait pu mettre ça dans une variable, mais on ne va pas s'embêter. Autant faire ça, ça revient exactement à faire la même chose.
Alors, par contre, il va falloir faire attention au niveau des clés là, des valeurs, je voulais dire. Alors si je fais un var dump, si je refais un var dump de res value par contre ici. Alors quand je fais ça, ok, pas de souci. Par contre, moi en tant qu'utilisateur, si je suis malsain, ce que j'aimerais bien faire ici, c'est mettre un petit script. Par exemple, ici, une alerte. Alerte, salut. Ici, je ferme mon script. Là, j'envoie. Alors, bon, ça n'affiche pas parce que je n'ai pas pris, ce qui était envoyé en primeur. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, voilà, on va faire ça. Post. Alors, il risque de me faire une erreur, me dire que ça n'existe pas. Voilà. Donc, bon, c'est vide. Alors, si je mets ça, là, vous comprenez pas forcément, mais ceux qui connaissent le JavaScript, vous comprenez que c'est assez dangereux. Parce que là, j'envoie un script qui m'affiche, donc bon, m'affiche alerte. Et du coup, je risquerai d'enregistrer ça dans ma base de données. Et du coup, lorsqu'un utilisateur va venir sur le site et essayer de se connecter, il va voir cette petite boîte là. Et il ne va pas comprendre. Ça peut être source d'ennui. Alors je ferai d'autres tutoriels sur la sécurité un peu plus tard. Et si je viens ici et que je fais effectivement ce que j'avais fait tout à l'heure, salut, alerte, l'utilisateur lui risquerait de voir ça. Et ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc niveau sécurité, ce n'est pas tip top. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est échapper les balises HTML. En mettant ici HTML special chars. Du coup, en faisant ça, lorsque j'envoie, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme les balises HTML en équivalent en ASCII. Et du coup, niveau sécurité, c'est un peu plus correct. Voilà. Moi, ce n'est pas forcément très clair mon explication, mais pour l'instant, c'est pas vraiment très important. Ok. Alors, ce qui me manque par contre ici, c'est le where là. Donc ici, je mets where, je concatène. Ici, sans oublier l'espace. Donc user from username est égal à un tel et id est égal à un tel. J'aimerais également mettre une condition. Alors si on revient ici pour voir l'ordre des requêtes et l'ordre des commandes dans une requête. Donc maintenant que j'ai fait mon where, alors je pourrais mettre un group by. Bon, c'est plutôt rarement utilisé, mais vous pourriez faire si vous voulez. Moi, j'aimerais pouvoir faire des jointures. Donc pour les jointures, on va regarder jointure et jointure SQL. Donc on regarde un peu comment c'est fait. Ça commence un petit peu à faire. Donc les jointures permettent de lier deux tables. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vous encourage à aller voir. Parce que bon, je ne veux pas vous faire une explication dessus.
Donc vous avez plusieurs types de jointures. Donc bon, jointure interne, jointure croisée, de gauche à droite, de gauche, de droite, enfin peu importe, les dessins là sont assez clairs. Vous voyez que après le nom de la table, j'ai le nom de la jointure, j'ai le type de jointure. Ici par exemple j'ai un left join. Donc left join, ça veut dire qu'il prend au minimum toutes les valeurs de la table de gauche, donc de la table A, qui va joindre à la table B, où la clé de la table A est égale à la clé à la table B. Donc ici on dit que la clé A est liée à la clé qui se trouve dans la table B. Donc ici c'est ce qu'on va rajouter. If, donc toujours pareil ici, SQL, alors 6 I7 SQL join. Alors s'il existe join, on avait dit quoi ici? On avait dit lorsqu'on a besoin de lier, on a besoin de plusieurs paramètres. Le type de jointure, la table à laquelle on va lier la table A, et quelle valeur correspond à quelle valeur dans les deux tables. Donc on a besoin de 3 sous-tableaux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée un index qui s'appelle join, qui lui-même est un tableau qui contient un autre index qui sera par exemple le mode ou type pour le type de jointure. Par exemple, moi je veux faire un left join. Je veux également un sous-index qui sera table, donc qui sera la table à laquelle je veux lier ma première table. Donc ici on va mettre la table poste. On va mettre la table poste. Et troisièmement, on veut à quoi est-il lié. Donc ici on va dire user.id est lié à. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans poste. On va vérifier. Alors je rafraîchis ma page. Alors bon, imaginons qu'on a par exemple dans poste, on a post ID. Donc là c'est un exemple. Donc j'ai une première index et des sous-index. Donc si j'ai mon index join, alors je vais vérifier est-ce que j'ai un index SQL join. Donc si est-ce que j'ai un sous-index qui est la table et un sous-index SQL qui est le mode, ainsi qu'un sous-index qui est le on, qui est SQL qui est on. Donc, si j'ai ça, ce que je fais, c'est que avec je lui ajoute le type de jointure. Donc le type de jointure c'est mode. Alors j'ai oublié un index ici, donc faites bien attention. C'est join d'abord et après mode. Donc je mets avant tout le mode de jointure que je veux faire. Donc j'aurai un left join ou un right join quelque chose. Espace et le nom de la table.
nom de la table, donc ici. Espace, alors pas espace mais on, comme vous pouvez le voir ici, et on quoi, ici le sous-index on. Alors là on va essayer ça tout de suite. Donc là on a un premier problème, c'est que c'est collé et ça doit être en majuscule comme vous le voyez ici, sinon ça ne marche pas. Alors ici on met un espace, pas de point devant, on met un espace et ça on va le mettre en majuscule. Donc on fait str tout upper, on va mettre ça en majuscule. Donc vous voyez, j'ai un left join post où username id est égal à post.id. Échec de cette requête. Alors c'est peut-être parce que ce que je vais faire, c'est le redémarrer. Donc ici on a notre requête pratiquement complète. Ce qu'on aimerait bien avoir également ici, c'est un order by, parce que bien souvent on en a besoin. Par exemple sur un forum, on voudrait organiser les commentaires par date décroissante, donc on mettra un order by. Donc c'est vraiment très important l'ordre. Vous voyez que vous avez d'abord condition, une jointure, order, et après limite. Alors pour ce qui est du mode ici, par défaut, c'est vrai que moi j'ai par défaut j'utilise toujours le left join. Et du coup, bien souvent, ce type de jointure là, bien souvent cet index là, dans mes requêtes, elle n'existe pas. Parce que par défaut, ce que je dis donc en faisant une condition à part, plutôt que de tout mélanger. Je vais dire si join mode existe, alors rec lui sera égal. Sinon rec est égal à left join, parce que par défaut en fait j'utilise le left join et du coup ça fait une ligne de mots à écrire et ça m'arrange. Du coup ici toi str Cooper, tu remplaces le i7 ici et du coup ici je n'ai plus besoin de toi. Donc si je fais ça, ça va revenir à peu près. Donc ici, il faut que je pense à mettre un espace. Alors c'est ici l'espace que j'en mets. Vous voyez que ici j'ai bien mon left join. Par contre si je me dis bon, je vais laisser celui par défaut, et que j'ai bien left join ici, et si je me dis non, finalement je veux pas un left join mais plutôt un right join, alors
je sais plus si c'est j'ai acheté. Il me semble que c'est ça. Je veux qu'il soit lié avant tout, qu'il prenne tous les résultats de la table de droite. Du coup, hop, je n'ai plus qu'à changer ici. Voilà. Donc vous pouvez très bien laisser ça. Donc pour ma part, je vais laisser ça comme ça. Bien entendu, ici, sans oublier les commentaires, les jointures, et que la méthode commence à devenir assez longue. Ça prend déjà une bonne vingtaine de lignes. Donc après, comme je l'ai dit, ordonné par donc ici on va rajouter le order by. Donc on recherche, est-ce qu'on a un index order? Alors évidemment au niveau des index vous mettez ce que vous voulez. Donc évidemment je vous conseille de mettre des choses qui soient assez claires, hein, assez précis, comme ça vous n'avez pas à réfléchir. En mettant un order. Donc sans oublier 17, sinon il va vous dire que l'index order n'existe pas si vous ne le mettez pas. Donc si ça fait ça, ce que je fais c'est rec, je lui rajoute order by. Et ce que je fais tout simplement, c'est que je m'embête pas, je mets directement l'ordre. Donc si ici, alors ce n'est pas ici, donc faites bien attention. Ah, c'est le deuxième, non c'est bien celui-là, c'est bien à ce niveau-là. Donc faites bien attention au niveau des index. Donc si je mets order. Alors ici on va mettre tout simplement une chaîne de caractères, on ne va pas s'embêter à mettre un tableau ou quoi que ce soit d'autre. Donc on va dire ID en mode descendant, en mode décroissant. C'est DC. Donc vous voyez, hop, ma jointure. Et après order by ID décroissant. Et après qu'est-ce que je vais avoir? J'ai la limite. Là, qui va me dire par exemple si je veux 3 enregistrements, etc. etc. Donc je rajoute mon dernier index qui est ici limite. Et là également une chaîne de caractères. On va mettre je veux tout de 1 à 5. Là, ou plutôt les limites. S'il existe, donc toujours la même chose, hein, vous l'avez bien compris je pense. Donc s'il existe limite, alors qu'est-ce que je fais? Je prends rec et je lui ajoute toujours limite. Donc comme vous voyez les commandes sont majuscules, donc veuillez bien respecter ça. Limite qui sera égal à copier-coller de limite. Limite de 1 à 5. Alors là vous voyez qu'on a une super et belle requête. Et très longue. Donc ici, si par exemple je me dis finalement je ne veux pas de jointure. Je veux juste quelques champs, les conditions et la limite et l'ordre. Donc si je mets en commentaire les conditions, la jointure, du coup ce que j'ai là c'est une requête beaucoup plus courte. Donc l'avantage de cette méthode là c'est que je peux adapter ma requête à ma façon. Donc ça c'est vraiment bien. Alors bon c'est bien beau maintenant, mais là nous ce qu'on a c'est une chaîne de caractères.
on aimerait maintenant le transformer en requête SQL. Donc pour ce faire, je retourne dans mon database et là je vais le transformer en requête. Alors si vous vous souvenez bien, on avait créé deux méthodes, query et prépare. Donc query qui fait une recherche simplement, et prépare qui fait une requête préparée. Alors les requêtes préparées sont beaucoup plus utilisées et protègent de manière, enfin par défaut, contre certaines commandes que pourrait faire un utilisateur mal intentionné. Donc ici on va utiliser une requête préparée. Alors d'ailleurs ici j'aurais fait une petite erreur, pas une petite erreur mais j'ai fait n oubli. Ici ce qu'il va falloir mettre c'est rec close cursor. Alors pourquoi je mets cette commande là? Alors cette commande là sert à fermer le curseur à fermer la connexion une fois que j'ai pris toutes les valeurs que je voulais. Alors c'est très important pour certaines requêtes et pour certains moteurs de base de données que certaines, si je mets pas close cursor, donc c'est à dire que si je fais une requête que je prends que certaines valeurs et que juste après je fais une autre requête pour prendre d'autres valeurs ou les mêmes, je vais avoir une petite erreur. Du coup en mettant ça, je ferme la connexion et si je refais une requête, il rouvre une connexion pour la refermer tout de suite après. Donc cette ligne là, je la mets également ici. Alors donc on va utiliser du coup notre méthode là. On a dit par défaut qu'est-ce qu'il prend, enfin, il prend en paramètre le statement, donc la requête, et deuxièmement il prend les paramètres. Donc ici on va créer une variable qui sera data très simplement. On va dire this égale à quoi? C'est égal à prépare. Prépare, il prend quoi en paramètre? Il prend la requête. La requête en premier paramètre et après il prend mes paramètres. Donc mes paramètres ici moi ce sont qu'est-ce que c'est? Ce sont mes valeurs, les valeurs de la clé. Donc je fais res value. Donc ici ce que je fais c'est que je retourne le data. Alors si je fais comme ça, ici je vais avoir des erreurs. Non, je ne devrais avoir aucune erreur. Si je fais ça, là il m'est faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui est égal à ce que je lui ai mis. Par contre, si je mets des mots, ils sont toujours égal à rien. Alors, est-ce que ça fonctionne? Alors, ce qui ne doit probablement pas fonctionner, voilà, c'est ici, là. Ici, voilà, parce que j'avais mis, c'est différent. Donc, je vais lui dire, si c'est égal à des mots, il y a des mots, non, ça ne fonctionne pas. Alors, je dois avoir une erreur à ce niveau-là. Soit limite, soit au niveau des orders. Alors, j'aurais apparemment une erreur ici. Value, fin, alors c'est sûrement l'erreur, ça vient sûrement de ce que je vais mettre ici là. Il ne doit pas être bon. Voilà, alors l'erreur, effectivement, il devait venir ici. Alors j'ai du mal de placer le close cursor. Je pense que je dois le placer assez mal, surtout au niveau
C'est à ce niveau-là qui pose souci. Si je mets ici démo, voilà, il me pose souci parce que ce n'est probablement pas ici qu'il faut que je le mette. Alors je vérifierai tout à l'heure où j'avais mis exactement. Donc vous voyez, alors ce que je vais faire ici là, qu'on va faire le var_dump toujours de rec, parce qu'on aimerait bien pouvoir voir la requête qu'on fait. Là ici vous voyez ma requête. Donc là il me donne bien seulement le champ username et le champ password. Si ici je me dis je veux tous les champs, ce qu'il va faire c'est qu'il me donne tous les champs. Donc vous voyez qu'il a bien transformé la requête. Ici j'aimerais bien organiser les ID par ordre décroissant. Bon, j'en ai qu'un, donc bah, ce sera pas trop compliqué. Donc ici vous voyez qu'il a bien changé la requête. Order by ID descendant. J'aimerais bien également une limite. Alors étant donné que je n'ai qu'un utilisateur, forcément, alors il faut peut-être que je le mette à 0 du coup, ici là. Donc forcément il m'affiche rien. Si je mets démo, voilà, parce qu'en fait, voilà, utilisateur 1, ben, si je mets l'index 1, le premier enregistrement il ne prend pas. Il faut commencer par 0 si on veut le tout premier. Donc vous voyez qu'il me donne bien mon tableau avec mes paramètres. Et par contre, pour ce qui est de la jointure, étant donné que je n'avais pas préparé de deuxième table, et étant donné que c'est un peu long, alors j'ai cru comprendre que apparemment dans le message que tu as envoyé JC, tu utilises les bind value ou bind param au niveau des requêtes préparées. Donc plutôt que de faire ici, moi ce que j'aurais fait, alors ici là, alors je sais plus si c'est dans les conditions, non c'est au niveau des paramètres. Donc, à ce niveau là toi apparemment tu ferais des bind value ou bind param, je sais plus mais quelle est la différence. Alors j'ai rarement vu ça dans ma vie, hein. Et moi personnellement je ne les utilise pas. Alors apparemment j'ai regardé sur internet et le principal intérêt c'est que en deuxième paramètre à cette méthode là on peut lui rajouter le type de valeur qu'on veut. Si c'est un entier, ben, on voudrait que ce soit un entier, une chaîne de caractères, etc. etc. Alors si ça fonctionne, je t'encourage à faire à mettre les bind value. Donc tu remplaces, alors je ne saurais pas vraiment te dire à quel niveau le faire. Ça serait au niveau ici là. Ce serait à ce niveau là. Donc si tes bind param fonctionnent, bien sûr tu peux les mettre. Par contre si tu vois qu'il y a un petit souci, si ça fonctionne pas, je t'encourage à mettre comme ça, comme moi j'ai mis. Voilà. Alors est-ce que je vais pouvoir activer? Voilà, donc ici je vais mettre ma jointure. Voilà, j'aimerais une jointure ou la table post, donc avec un S, c'est bon, post avec un S, et je veux que les ID soient égaux. Donc user ID et post ID. Donc j'avais de la chance, j'avais mis les bonnes valeurs ici. Alors là, ça ne va rien afficher.
si ça m'affiche bien quelque chose qui est ici. Il me dit syntaxe, you have error. Après il me dit près de left ici. Donc mon erreur serait apparemment ici. Alors d'ailleurs ici je crois bien qu'il y a 2 espaces. Alors, ce n'est pas très grave évidemment. On users, donc c'est bien users avec S, soit égal à users.id et post.id. J'ai bien ici mes 2 ID, order by ID. Ce que je vais faire, c'est enlever ça, comme ça au moins la requête sera plus courte et ce sera plus facile à comprendre. Alors là, si on revient là-dessus, il nous dit tu sélectionnes tout data user. Alors là, il y a 2 espaces. Après le where, le left ici, c'est, moi ce n'est pas dramatique évidemment, mais je ne pense pas que ça peut être source d'erreur. Mais voilà, je le fais quand même. Left join. Et là, il y a également cet espace. Alors l'espace, je vais l'enlever tout simplement d'ici. Et ici, voilà, je vais mettre un espace ici. Alors c'est vraiment des petits détails, mais c'est quand même important. Un poste, normalement ce serait bien ça. Je ne vois pas où j'aurais fait l'erreur. J'ai du mal à voir où est-ce que j'aurais fait une erreur. ID est égal à ID. Attendez, je vais mettre un petit peu sur pause et je vais vérifier. Alors j'ai enfin trouvé mon erreur. En fait elle est totalement bête. J'ai mal regardé. C'est au niveau du where là. Et que j'ai ma condition. Where, il n'y a rien. Et directement il y a left join. Or ici dans mon tableau, je n'ai pas mis d'index condition, donc je ne devrais pas voir le where. Donc, si je reviens ici, c'est cette ligne là qu'il faut bouger. Voilà. Ici, elle sort de la condition, il faut que je la mette dans la condition. Donc je veux le where seulement si j'ai un index condition. Donc en faisant ça maintenant, ça fonctionne presque si ce n'est que les left. Donc tu dois venir d'ici, non même pas. Si, voilà. Si ce n'est que j'avais oublié l'espace ici. Donc maintenant vous voyez que j'ai mon nouveau tableau avec mon ID, le username, donc des mots, password, le type post, contenu, mon premier post, created avec la date de création. Donc ce qui est important ici, alors ici les ID se mélangent parce qu'ils ont exactement les mêmes noms de champs. Donc dans certains cas ça peut être pratique, dans d'autres pas du tout. Donc, évidemment si je change de nom de champ, je change de la requête. Donc là ce que je dis c'est, tu prends tous les résultats de la table de gauche que tu vas lier à la table de droite, à cette table là, où le nom, donc normalement, enfin logiquement, je devrais faire l'inverse, mais ça n'a strictement aucune différence. Hein. A égale B ou B égale A, c'est pareil. Voilà. Donc, je dis où l'idée du poste est égale à l'idée utilisateur.
Donc le premier ID là est lié au premier utilisateur ici. Ainsi de suite. Donc le left join en fait lui permet de prendre tous les résultats de la table de gauche, qu'ils soient nuls ou non nuls. Parce que pour ce qui est du reste, l'ID, il n'y a aucune égalité. J'ai juste des mots ici qui est bon, qui a l'ID 1 et l'ID 2 ici qui est à mon deuxième poste. Alors si je décide de changer d'identifiant en forme de lui là, je mets 2. Du coup, je vais avoir 2 tableaux. Ainsi de suite. Si j'avais mis un right join, il m'aurait pris tous les résultats du tableau de la table de droite. Donc la table de droite, donc de celle-là, de poste de cette table-là. Donc il n'aurait que 2 valeurs. Donc bien évidemment le type de jointure qu'on fait est très important. Ah, si par exemple je vais le faire ici, hein, normalement bon, j'aurais dû mettre l'index mode. Si je fais ça, vous voyez que j'ai bien que le résultat comme je l'ai dit. Donc bon, le plus souvent moi ce que je fais c'est de cette façon-ci. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter le nom et les types de champs qu'on veut. Donc je veux que username et le password. Ici par exemple je mets le content j'aurai le contenu. Si je décide de voir, je ne veux pas 5 résultats mais j'en veux 2. J'en veux 2 à partir, en partant du premier. Donc je vais avoir les 2 ci. Voilà. Si maintenant je veux organiser en ordre décroissant les ID, du coup je devrais avoir d'abord les tests en haut et des mots après. Alors voilà, donc ici j'ai bien cette erreur là. Il me dit violation de la contrainte d'intégrité. C'est tout à fait normal puisque ID, le champ ID est commun aux 2 tables. Du coup lorsque je lui dis bah, tu ordonnes par ID décroissant, il ne sait pas lequel prendre. Donc c'est pour ça que je disais bah, parfois le fait qu'ils ont les mêmes ID peut servir. Par contre des fois, certaines fois, bah, c'est pas forcément une bonne chose. Alors deux façons de régler ça. Soit on change le nom du champ quand on a un site qui a déjà été construit, qui est déjà avec une base de données qui a déjà été fait et qu'on ne veut pas le bouger. Ça risque d'être un peu embêtant de devoir changer le nom du champ parce que dans les requêtes qu'on a faites, on va devoir changer également les noms des champs. Donc pour modifier ça, ce qu'on peut faire c'est précéder avec le nom de la table. En mettant, ici je lui dis maintenant en mettant users, je lui dis je veux que tu ordonnes par l'idée de la table users décroissant. Et là vous voyez que ça fonctionne de nouveau. Donc voilà, très important également. Alors l'avantage de ce système là, donc ce système où on lui fournit des tableaux, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'ordre. Par exemple si je me dis tiens les champs, je veux les mettre après. Je vais le mettre après. Le order by, je le mets au tout début. Et les limites, je décide de le laisser là. Donc si j'enregistre et que je relance, vous voyez que ça ne change absolument rien. C'est normal, puisque le plus important,
c'est l'ordre ici à respecter. C'est vraiment le plus important. Donc l'avantage de ce système, c'est qu'on peut utiliser dans n'importe quel ordre les commandes. Donc deuxièmement, c'est qu'on peut utiliser pas mal de commandes. Donc ici, on a mis vraiment les plus populaires. Évidemment, si vous voulez mettre vous des group by avec des having, avec ce que vous voulez, vous êtes tout à fait, vous en êtes tout à fait le droit de le faire. Évidemment, il faut comprendre ce système-là, qui n'est pas forcément très compliqué. Et surtout, l'ordre. Très important. Si je veux rajouter un group by, je dois absolument le faire après mes conditions. Donc si je veux faire un group by, je le rajoute ici. Si je veux faire un offset, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, je le fais à la fin. Un having, je le fais juste après le where, etc. etc. N'oubliez pas de mettre 2-3 commentaires, question de retrouver assez facilement si vous cherchez les conditions. Hop, vous voyez tout de suite les conditions, les champs, les jointures, ordonnez par. Et n'hésitez pas vraiment à sauter des 2-3 lignes pour question de voir où vous en êtes. C'est question de séparer correctement. Alors du coup, maintenant qu'on a ça, si vous vous souvenez bien, dans notre validateur, on avait une méthode unique qui vérifiait est-ce qu'un initiateur n'était pas égal à un autre. Donc là on faisait un query et on avait dit que ça pouvait être dangereux parce que des utilisateurs mal intentionnés pouvaient faire des injections SQL. Du coup, ce qu'on va faire, plutôt que d'utiliser notre query, que d'ailleurs on va pouvoir remettre en private parce qu'on n'utilise pas directement, à la place on va utiliser notre fonction find, qui a en plus l'avantage d'être beaucoup plus malléable que utiliser cette requête là qui en plus est en plus pour des raisons de sécurité et en plus il est moche. Bon, du coup j'ai toujours ma connexion à la base de données, donc mon DB ici. Donc la seule chose que j'ai à faire moi, c'est un find ici. Et dans mon find, je lui donne les fields. Alors si je lui donne ça, je vais avoir moi une petite erreur parce que ce que je lui fournis en paramètre, c'est un tableau. Donc mon tableau, moi, ce que je faisais ici dans la requête avant, c'était une condition, tout simplement. Donc j'aurais besoin de créer une variable. Donc ici je vais directement. Alors ici on est un petit peu embêté. On est un petit peu embêté parce qu'on lui fournissait directement la valeur du champ, me semble-t-il. Et du coup, ce qu'on va devoir faire ici, c'est lui dire non, tu ne seras pas une chaîne de caractères. Par contre, toi ici, pas oublier de le mettre. Ici, voilà. On va également ici le mettre. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est lui fournir du coup un tableau. Alors si je lui fournis un tableau ici, je vais devoir modifier le typage ici. Donc c'est peut-être problématique. Alors comment va-t-on faire? Lorsque j'utilisais unique, donc ici unique, je veux que prénom soit égal à prénom. Je veux que le nom du champ soit égal à la valeur du champ. Alors ce qu'on fait, c'est que je vais réfléchir à cette solution là et on verra ça dans un prochain tutoriel. On verra ça dans un prochain tutoriel parce que là on risque d'être
un petit peu embêté, effectivement, puisque là, c'est une chaîne de caractères. Et ici, lui, il prend un tableau. Donc, je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc, nous avons créé notre super méthode find, qui prend au moins une vingtaine de lignes. Donc, très pratique et très malléable, et qui peut être utilisée dans beaucoup de circonstances. Donc si vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez rajouter autant de commandes que vous voulez, tout en respectant l'ordre. Donc faites bien attention et surtout faites des tests au fur et à mesure. Et donc je vais vous dire à la prochaine. Alors dans le prochain tutoriel, je ne sais pas ce qu'on verra. Alors, si une solution pour résoudre notre petit souci ici. Et l'autre, je ne sais pas encore. Donc je vous dis, je vous remercie. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et peut-être une bonne année pour ceux qui verront la vidéo bien après. Voilà, voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Merci.